Un prince peut-il sauver une cité quand le destin frappe à la porte? Les torches des remparts crépitent, la mer frappe les galets, et l'odeur du bronze chaud flotte sous le ciel de Troie. Laissez ce récit de courage et de loyauté vous bercer. Installez-vous confortablement et bienvenue sur Histoires au crépuscule. Comment tout a commencé? Prologue. Les racines de la guerre. Bien avant que les plaines du Scamandre ne résonnent du fracas des armes, avant que les murailles de Troie ne s'embrasent, il y eut un festin et un affront. Les anciens racontent que tout commença non pas chez les hommes, mais chez les dieux. À l'occasion des noces de Pélée et de Thétis, tous les Olympiens furent conviés, tous, sauf Eris, déesse de la discorde. Outragée par cet oubli, elle vint tout de même, glissant sur la table un fruit d'or sur lequel étaient gravés 3 mots simples, à la plus belle. Héra, Athéna et Aphrodite revendiquèrent aussitôt ce présent. Incapables de trancher entre elles confièrent le jugement à un mortel, Paris, prince de Troie, réputé pour sa beauté et sa droiture. Mais ce choix serait lourd de conséquences, car chacune des déesses offrit un don pour obtenir le verdict. Héra promit le pouvoir, Athéna la victoire éternelle, Aphrodite l'amour de la plus belle femme du monde, et Paris choisit Aphrodite. Ainsi, la déesse lui offrit Hélène de Sparte. Mais Hélène était déjà l'épouse de Ménélas, roi de Sparte, et la plus belle des mortels. Séduit par la promesse divine, Paris l'enleva, ou peut-être partit-elle de son plein gré, les récits divergent. Ensemble, ils gagnèrent Troie, accueillis par Priam, comme des hôtes de marque. Pour Ménélas, ce fut un outrage insupportable. Il appela à l'aide son frère Agamemnon, roi de Mycène, qui, sous prétexte de venger l'honneur grec, rassembla les rois et chefs de toutes les cités achéennes, Achille, Ajax, Ulysse, Diomède et tant d'autres répondirent à l'appel. Les Grecs ne venaient pas seulement pour Hélène. Les ports de Troie, situés au carrefour des routes maritimes, contrôlaient le passage vers le pont Euxin et les richesses de l'Orient. Posséder Troie, c'était dominer le commerce de la mer Égée et s'ouvrir les portes de l'Asie. Sous le masque de l'honneur, c'était l'or, la gloire et l'ambition qui guidaient leur voile. Ainsi, une flotte immense, la plus grande jamais rassemblée, quitta les côtes grecques. 1000 navires franchirent la mer, gonflés de vent et de vengeance. Les Troyens, eux, ne voyaient pas encore à quel point ce geste de leur prince allait changer leur destin. Dans les ombres des dieux et des hommes, la guerre de Troie était déjà écrite. Et au cœur de cette histoire se dresserait bientôt un nom que ni le temps, ni les cendres ne pourraient effacer. Hector. Chapitre 1. Aux portes de l'aube. Partie 1. La cité d'or et de pierre. Sous le voile pâle du matin, Troie se dévoilait, dressée comme un joyau sur la plaine fertile du Scamandre. Les premières lueurs du jour glissaient sur ses murailles hautes et lisses, faites de blocs massifs taillés dans la pierre blanche, renforcés par des assises d'argile séchées au soleil. Les tours de guet, silhouettes imposantes dans la brume, veillaient comme des sentinelles immuables sur les portes de la cité. Au-delà des remparts, la mer Égée respirait doucement, ses flots teintés d'or et de cuivre sous l'embrasement de l'aube. Les cris des mouettes
se mêlaient aux échos lointains des marchés qui s'animaient, tandis que les senteurs de pain chaud, d'herbes et de poissons grillés commençaient à se répandre dans les ruelles pavées. Hector, fils de Priam et d'Écube, traversait le chemin de ronde à pas lents, son regard embrassant la ville entière. Il n'était pas vêtu de son armure, mais d'une tunique de lin simple, ceinte d'une cordelette rouge. Ses mains caressaient distraitement la pierre froide du parapet, comme pour en puiser la force millénaire. L'air frais du matin portait des murmures, et dans ce souffle léger, Hector croyait entendre la voix des anciens rois, ceux qui avaient bâti et protégé Troie bien avant lui. Puisse-je être digne de vous, pensa-t-il en silence. Sous ses yeux, la ville s'éveillait. Les marchands déployaient leurs étoffes aux couleurs profondes, pourpre, azur, vert comme les pins de l'Ida. Des enfants couraient entre les étals, poursuivis par des chiens à la fourrure poussiéreuse. Plus loin, dans la cour du palais, on préparait les chevaux de la maison royale, bêtes puissantes aux crinières sombres, dressées pour la guerre comme pour la parade. Mais derrière cette harmonie, Hector savait que le vent changeait. Depuis des lunes, des navires étranges avaient été aperçus au large, silhouettes rapides, gonflées de voiles blanches, venues des rives lointaines de la mer Égée. Les éclaireurs parlaient d'Achéens, rassemblés sous un même étendard, et les prêtres lisaient dans les viscères d'animaux sacrifiés des signes d'orage. Le prince descendit des murailles, saluant d'un geste les gardes qui inclinaient la tête sur son passage. Le sol résonnait sous ses pas, et chaque pierre semblait porter la mémoire d'antiques batailles. En franchissant l'arche du palais, il passa sous les fresques peintes à l'ocre et au lapis lazuli. Scènes de festin, processions solennelles, chasses aux lions dans les montagnes. L'odeur du bois de cèdre et de la résine brûlée emplissait l'air. Dans la grande salle, son père, le roi Priam, l'attendait. Assis sur un trône sculpté dans un seul bloc de marbre sombre, il paraissait vieilli, mais ses yeux gardaient l'éclat d'un souverain que ni le temps ni les épreuves n'avaient brisé. Autour de lui se tenaient les conseillers, des vieillards à la barbe blanche, vêtus de lourdes toges. « Hector, dit Priam d'une voix grave, les vents portent de sombres nouvelles. Les dieux semblent agités, et les augures parlent d'un grand malheur. Je le sens aussi, père, répondit le prince. Les dieux murmurent dans mes rêves, et je crains que ces voiles blanches au large ne soient que l'avant-garde d'une tempête. Un silence pesant suivit ces mots. Dans les hauteurs du palais, un rayon de soleil traversa les hautes colonnes, illuminant fugitivement les visages. L'ombre revint aussitôt, comme un présage. Hécube, la reine, entra à ce moment-là. Drapée dans un manteau bleu nuit, elle portait sur la tête un diadème léger, incrusté d'ambre. Elle posa une main sur l'épaule de son fils. « Mon enfant, rappelle-toi que Troie a toujours été protégée par les dieux. Mais parfois, les dieux protègent en nous mettant à l'épreuve. » Hector inclina la tête, respectueux, mais son cœur était lourd. Depuis plusieurs nuits, il rêvait d'un champ couvert de cendres, où il errait seul, son bouclier brisé, appelant un nom qu'il ne se rappelait plus au réveil. Les prêtres disaient que les songes venaient d'Apollon lui-même, mais le sens restait obscur. Le prince quitta le palais et se dirigea vers les écuries royales. Là, il retrouva Xanthos et Balios, ses chevaux de guerre, qui piaffaient en l'apercevant. Leurs flancs luisants exhalaient une chaleur vivante, et leurs yeux, presque humains, semblaient lire dans ses pensées.
Il les caressa doucement, sentant sous ses doigts la force contenue de leurs muscles. En ce matin calme, tout respirait encore la paix. Mais au loin, vers l'horizon marin, une fine ligne grise commençait à se dessiner. La promesse d'une mer agitée, peut-être le souffle des tempêtes à venir. Hector resta longtemps immobile, à écouter ce silence particulier qui précède les grandes secousses de l'histoire. Puis il remonta en selle, décidé à patrouiller jusqu'aux confins des plaines. Trois dormaient encore dans la lumière douce de l'aube, mais déjà l'ombre du destin s'étendait sur ces murailles. Partie 2. Les murmures des dieux. Le soir tombait sur Troie, comme un manteau de velours noir, piqué d'étoiles naissantes. Les derniers reflets du soleil s'éteignaient derrière le mont Ida, et déjà les torches s'allumaient le long des remparts. La cité respirait plus doucement à la tombée du jour. Les cris des marchés cédèrent la place aux chants lents des artisans qui fermaient boutique, aux hennissements lointains des chevaux dans les écuries royales et au bruit régulier des pas des gardes patrouillant sur les chemins de ronde. Dans le palais, Hector avançait d'un pas mesuré vers la salle des prêtres. Le roi Priam avait ordonné une consultation solennelle. Depuis plusieurs semaines, les signes s'étaient accumulés. Des éclipses partielles, des vents inhabituels venus du nord, des vols d'oiseaux qui s'éparpillaient, comme fuyant une menace invisible. Même le Scamandre, le fleuve sacré, avait charrié des eaux plus sombres qu'à l'accoutumée, comme si la terre elle-même annonçait un bouleversement. La salle des prêtres, adossée au sanctuaire d'Apollon, exhalait une odeur âcre de résine et de feuilles brûlées. Des colonnes massives, gravées de motifs anciens, se dressaient dans la pénombre, éclairées par des flammes vacillantes. Autour d'un autel de pierre, 3 hommes, vêtus de longues tuniques blanches, chantaient une litanie en langue sacrée. Leurs voix, graves et lentes, résonnèrent dans la vaste pièce comme un écho venu d'un autre âge. Le grand prêtre Panthous leva les yeux en voyant Hector entrer. Son visage, marqué par l'âge, était strié de rides profondes, mais ses yeux luisaient comme 2 braises. « Fils de Priam, approche, dit-il d'une voix basse. Les dieux t'ont choisi pour entendre ce que peu d'hommes peuvent supporter. » Hector s'avança. Il posa un genou à terre devant l'autel, attendant la suite. Penthous prit une coupe d'argent, remplie de vin sombre, dans lequel trempaient des herbes sacrées. Il y plongea un bâton gravé de symboles et remua lentement, puis se pencha au-dessus du breuvage. « Nous avons observé le vol des hérons et des aigles, dit-il. Nous avons lu dans les flammes et consulté les viscères du taureau sacrifié. Tous les signes mènent à une seule vérité. La tempête approche, et elle portera 1000 visages. » Un frisson parcourut Hector, mais il ne détourna pas le regard. « Est-ce la flotte des Achéens que vous voyez ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Panthous. 1000 navires, peut-être plus, gonflés par le vent de la discorde. Mais il y a pire. Ce conflit ne se jouera pas seulement entre les hommes. Les dieux eux-mêmes prendront parti. Apollon te protégera, mais Athéna se tiendra contre toi. À ces mots, un silence lourd envahit la salle. Les flammes semblaient vaciller, comme si elles aussi craignaient ce nom. Panthous reprit. « Tu seras le rempart de Troie, Hector, mais souviens-toi, même les murailles les plus hautes peuvent tomber si le destin l'ordonne. » Hector se releva, le cœur serré mais résolu.
Il savait déjà ce que cela signifiait. Il ne pouvait ni fuir, ni reculer. Il sortirait au-devant de la tempête, non par goût de la gloire, mais parce que c'était son rôle, son serment envers Troie. En quittant le sanctuaire, il traversa la cour intérieure. Au centre se dressait la statue d'Apollon, haute et élancée, dorée à la feuille, l'arc tendu vers un ennemi invisible. La lumière des torches se reflétait sur ses traits, lui donnant un éclat presque vivant. Hector posa la main sur le socle de pierre et murmura « Guide ma main, ô Seigneur des flèches, et préserve ma ville. » Non loin de là, au sommet des murailles, les guetteurs observaient la mer. La lune s'était levée, traçant sur les flots une longue traînée argentée, et, à l'horizon, une ligne sombre semblait s'étendre comme une cicatrice sur l'eau. Peut-être n'était-ce qu'un banc de nuages, ou peut-être déjà les voiles d'un ennemi patient. De retour dans ses quartiers, Hector trouva Andromaque, assise près d'une lampe à huile. Ses mains fines brodaient un motif sur un tissu d'un bleu profond, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. « Tu sens aussi ce changement dans l'air ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, » répondit-il en s'asseyant près d'elle. « Les prêtres voient la guerre arriver. Et toi ? Moi, je la sens dans mes os, comme si chaque pierre de Troie murmurait qu'elle devra bientôt saigner pour survivre. » Andromaque posa son ouvrage et prit les mains de son époux. « Alors promets-moi que, quoi qu'il arrive, tu reviendras toujours vers moi. » Hector soutint son regard, mais il ne promit rien. Il savait qu'un serment prononcé à la légère est une trahison envers ceux qu'on aime. Au dehors, un vent léger se leva, apportant l'odeur salée de la mer. Les étoiles brillaient plus fort que d'ordinaire, comme si le ciel voulait graver dans la mémoire des hommes l'instant qui précédait la grande tourmente. Hector resta longtemps éveillé cette nuit-là, écoutant le souffle régulier d'Andromaque endormi et au loin, contre les rives. C'était le même rythme que le cœur de Troie, un battement calme pour l'instant. Partie 3. Les premiers vents de guerre. À l'aube, la brume s'accrochait encore aux plaines de Troade, douces et argentées, lorsque les portes sées s'ouvrirent pour laisser entrer un petit groupe de cavaliers. Leurs montures portaient les marques de longues courses, flancs couverts d'écume, crinières collées de sueur, sabots noirs maculés de sable. Les visages des hommes étaient tirés, leurs yeux brûlaient d'une inquiétude qu'aucun mot n'avait encore exprimée. Dans la grande cour du palais, Hector les attendait déjà. Sa haute silhouette, droite comme une lance, se détachait dans la lumière encore pâle. Les éclaireurs mirent pied à terre, saluèrent le prince, et l'un d'eux, un homme aux cheveux gris, vétéran des campagnes contre les peuples du Nord, prit la parole. « Seigneur, nous avons vu la mer se couvrir de voiles, plus que nous ne pourrions en compter. Les vents les portent droit vers nous. » Hector fronça les sourcils. « Sont-ils encore loin ? » Assez pour que Troie ait le temps de se préparer, mais assez près pour que dans quelques jours, les plages résonnent du pas de leurs armées. Un silence tomba, brisé seulement par le hennissement lointain d'un cheval. Hector leva les yeux vers les remparts, où des gardes s'étaient déjà penchés, comme pour guetter l'horizon invisible derrière la ville. Il congédia les hommes avec des paroles de gratitude, puis prit aussitôt le chemin de la salle du conseil. Là, sous le plafond sculpté d'images de batailles anciennes, les plus hauts dignitaires de Troie étaient déjà réunis.
Anténor, le sage conseiller, Polydamas, capitaine réputé pour sa prudence, Déiphobe, frère d'Hector, guerrier impétueux, et assis sur son trône, le roi Priam lui-même. Hector ne perdit pas de temps. Les éclaireurs confirment la rumeur. Une flotte immense approche. Les Achéens viennent réclamer ce qu'ils croient leur dû, ou ce que leur avidité leur inspire. Anténor, plissant les yeux, parla d'une voix grave. Ce n'est pas seulement une guerre d'honneur, mais une guerre de routes et de richesses. Les Grecs convoitent depuis longtemps notre position sur la mer. Priam hocha lentement la tête. Alors, nous devons préparer Troie, comme jamais auparavant. Les dieux savent combien de temps cette guerre durera. Polydamas intervint. Nous devrions envoyer une délégation parlementée, peut-être éviterons-nous le sang. Mais Déiphobe s'emporta. Parler avec ceux qui viennent déjà en armes? Non, frère, nous devons frapper les premiers, leur montrer que Troie n'est pas proie facile. Hector, lui, resta silencieux un instant. Il savait que dans ce conseil se mêlaient la sagesse et la colère, la diplomatie et l'orgueil. Enfin, il prit la parole. « Je ne crains pas la guerre, mais je ne la souhaite pas. Pourtant, si elle vient jusqu'à nos portes, nous la tiendrons à distance. Avant toute chose, nous devons fortifier les remparts, stocker le grain, armer chaque homme en âge de se battre. Si nous devons négocier, ce sera en position de force. » Les mots furent accueillis par un murmure approbateur. Priam conclut la réunion en ordonnant la mobilisation générale. Dans les jours qui suivirent, Troie changea de visage. Les forgerons travaillaient, nuit et jour, le marteau frappant l'enclume dans un rythme métallique qui résonnait jusque dans les ruelles. Les tanneurs préparaient les courroies des boucliers, les charpentiers réparaient les tours et posaient de nouvelles herses aux portes. Dans les champs proches, les paysans récoltaient en hâte ce qu'ils pouvaient, remplissant les greniers pour un siège possible. Hector, infatigable, passait d'un quartier à l'autre, inspectant les travaux, encourageant les hommes, s'assurant que chaque famille ait un abri sûr. Les enfants l'observèrent passer avec des yeux émerveillés, comme si sa seule présence suffisait à protéger la cité. Les plus âgés, eux, se souvenaient des anciennes batailles et savaient que, malgré le courage du prince, aucune muraille n'est invincible si la guerre s'éternise. Une semaine passa ainsi, et chaque matin, les guetteurs montaient annoncer que la flotte grandissait à vue d'œil. Les pêcheurs, eux, avaient déserté certaines zones, disant que la mer elle-même semblait craindre ces intrus. Les bancs de poissons se dispersaient et les dauphins fuyaient vers le large. Une nuit, alors que la lune était pleine, Hector monta seul jusqu'à la plus haute tour. La ville dormait en contrebas, ses toits baignés de lumière argentée. Au loin, très loin, une lueur intermittente tremblait à la surface de l'eau. Les feux des navires achéens, comme des étoiles tombées sur la mer. Il sentit alors une présence derrière lui. C'était Cassandre, sa sœur, la prophétesse maudite, à qui nul ne croyait. Ses yeux, brillants et sombres, fixaient l'horizon. « Ils viendront, Hector », dit-elle d'une voix presque inaudible, « et avec eux viendra la fin de Troie. »« Alors je me dresserai contre cette fin, » répondit-il. « Tu ne pourras pas la changer, mais peut-être tu pourras la retarder. » Hector posa une main sur l'épaule de sa sœur, un geste de tendresse rare chez un guerrier. Mais il savait que ces paroles n'étaient pas vaines. Dans ses rêves, il voyait déjà les combats, le sable rougi et l'écho des cris mêlés au fracas des armes.
Il resta là jusqu'à ce que le froid du matin chasse les ombres de la nuit. En descendant de la tour, il avait déjà pris sa décision. Il irait à la rencontre des Achéens sur les plages mêmes où il comptait débarquer. Pas pour les accueillir, mais pour les avertir. Chapitre 2. Le choc des destins. Partie 1. Les remparts de l'honneur. La première lueur du jour effleurait à peine les créneaux, lorsque Troie se mit en marche comme un seul être vivant. Des torches fumaient encore aux portes scellées, mais déjà les marteaux sonnaient dans les forges, les roues grinçaient sur les pavés, et les voix basses des capitaines se mêlaient au soufflet des braises. Hector, drapé d'une chlamyde sombre, traversa la cour du palais et gagna les remparts par l'escalier interne, sentant sous sa paume la rugosité de la pierre, comme une peau chaude nourrie par le souffle de la cité. Il s'arrêta un instant sur la plateforme haute. Devant lui, la plaine de Troade s'ouvrait, grise de rosée, et plus loin, au-delà des dunes, la mer traçait une ligne métallique, immobile et menaçante. Il n'était pas seul. Polydamas l'attendait, tablette d'argile à la main, où s'alignaient des chiffres, des noms, des quantités, l'inventaire du destin, les réserves de grains, les amphores d'huile, les pots d'eau, les faisceaux de javelots, les liens de cuir, les charrettes affectées au transport des pierres. Déiphobe arrivait derrière, l'œil vif, la main posée sur le pommeau de son épée, pressé d'en découdre. Énée montait à leur rencontre, casqué déjà, tenant d'un geste sûr son bouclier rond, cerclé de bronze. « Nous avons consolidé la poterne nord », annonça Polydamas. Les charpentiers ont doublé la herse. Les frondes ont été réparties par section, et les tailleurs de pierre travaillent à rehausser l'escarpe intérieure. « Bien, » répondit Hector. « Et les archers ?» Mycénée et Mestor les entraînent au tir plongeant depuis la tour d'Ilion. Le vent du matin les gêne, mais ils apprennent vite. « Les alliés ?» demanda Déiphobe, déjà tourné vers l'horizon. « Les Dardaniens de la haute plaine sont en marche, » dit Énée. « Sarpédon a envoyé messager. Les Lyciens toucheront nos plages sous 3 jours si les vents consentent. » Hector hocha la tête. Le fil de son esprit tissait une carte vivante. Remparts, angles morts, réserves, relais, signaux. Rien ne serait laissé au hasard. Il savait que la force n'est rien sans ordre, que la bravoure s'use si elle n'est pas ménagée, que l'endurance est la première des vertus des remparts. Ils descendirent vers la grande esplanade d'exercice. Là, les phalanges s'alignaient, boucliers bord à bord. L'argile humide giclait sous les sandales. Les officiers criaient des cadences, et l'on entendait le choc assourdi du bois contre le bronze, régulier, presque musical. Hector s'avança sans hâte. Les soldats redressèrent la nuque. Il ne leur adressa pas un discours enflammé. Il vérifia l'angle d'un bouclier, corrigea la prise d'une lance, montra d'un geste bref comment se fermer en carapace sous une averse de traits. Parfois, il s'arrêtait, fixait un jeune homme au regard fiévreux et posait seulement la main sur l'épaule. Ce contact calme valait plus qu'une tirade. Il rappelait à chacun qu'il n'était pas un pion, mais une vie confiée à la garde d'un prince. Dans les quartiers des artisans, la ville forait ses propres armures. Le bronze rougissait au feu, et sur l'enclume naissaient les écailles des cuirasses comme des feuilles de laurier battues par l'orage. Les lanières de cuir marinées d'huile s'assouplissaient, prêtes à cercler les poignets, les coudes, les hanches. Les femmes, assises à l'ombre, torsadènent le lin,
et réparaient les panaches. Les enfants couraient, porteurs d'eau, gravement fiers de leur tâche. Hector entra dans la plus vaste des forges, où travaillait un maître que son père consultait depuis toujours. L'homme leva vers lui un visage noirci de suie, et dans ses yeux brillait une lumière pareille à celle du métal fondu. « Ton bouclier, dit-il, est prêt pour ce qui vient. » Il retira la pièce d'un lit de cendres froides. Le bronze y miroitait en cercle concentrique. Et au centre, au lieu d'un motif guerrier, l'artisan avait gravé une scène simple. Un olivier, une femme qui tient un enfant, un homme qui rentre un cheval au crépuscule. Hector sourit à peine. « Tu me rappelles ce que je défends. Le poids aussi te le rappellera, » répondit le forgeron avec une ironie tendre. « Défendre la paix n'est pas plus léger que la guerre. » De retour au rempart, les capitaines attendaient ses ordres. Hector les donna, sans élever la voix. Autour, alternance d'archers et de frondeurs, pour économiser les carquois. Sur les courtines, sections mixtes, lances longues en avant, piques courtes en réserve. Aux portes, renforts de poutres, chaînes prêtes à hisser les herses, jarres d'eau alignés, près des brasiers pour prévenir l'incendie. Dans la ville, les rues principales dégagées pour la circulation des blessés et des provisions. Les carrefours encombrés de barriques transformées en chicanes. Dernier filet si l'ennemi franchissait un passage. Les signaux furent réglés. Une flamme sur la tour d'Ilion pour annonce de voile. 2 pour contact, 3 pour bataille. La cloche de bronze ne sonnerait qu'en cas de rupture. À midi, la chaleur monta de la plaine comme une haleine lourde. Les hommes s'entraînèrent à présent au déploiement rapide, de la colonne de marche à la ligne à la tortue, de la tortue au coin de percée. Le sable vibrait sous les pas cadencés. Polydamas, toujours soucieux des chiffres, approcha Hector. Il nous manque des pointes de javelot. Nous pouvons fondre des clous de réserve, mais cela rognera les charnières. Rogne, dit Hector après un court silence. Les charnières sans porte valent au mieux que des pales sans armes. Dans l'après-midi, une poussière lointaine s'éleva près des gués du Scamandre. Ce n'étaient pas les Grecs, c'étaient les Dardaniens, arrivant en colonne serrée, bannière basse pour ne pas attirer le vent. Leur casque conique scintillait par instants. Énée alla à leur rencontre, échangea l'accolade des frères de guerre, puis les guida vers les positions assignées. Sur les remparts, un murmure de soulagement courut. Une cité n'est jamais seule quand ses alliés répondent. Hector prit un moment pour parcourir l'intérieur des murs, non comme un inspecteur, mais comme un homme qui s'assure que tout respire. Il entra dans un sanctuaire modeste consacré à Apollon Agiéen, le protecteur des voies. Une prêtresse y traçait, avec de la farine d'orge, un cercle sur la dalle et y déposait des branches de laurier. Le prince demeura au seuil, respectueux. La femme leva sur lui un regard paisible. Les dieux aiment les villes qui se préparent sans arrogance. Qu'ils aiment la nôtre, dit-il simplement. Il sortit, plus ancré, comme si le sol sous ses sandales s'était affermi. Vers le soir, les navires de pêche, autorisés à une dernière sortie, revinrent ventre maigre. Le port se tut plus tôt qu'à l'accoutumée, et la lumière se fit douce. Sur les terrasses, on partagea des repas sobres. Les mères couchèrent les enfants, en racontant des histoires où les héros rentrent toujours, parce que c'est ainsi qu'on apaise les nuits, même quand on sait que le monde est plus vaste que les contes.
Sur la grande place, Hector rassembla les chefs. On déroula une carte de cuir, les dunes, les criques, les passes, la langue de Galèse où la mer mordait plus profond. Tout fut désigné, assigné, mémorisé. Déiphobe voulait tenter une sortie de nuit, brûler quelques avant-navires, faire saigner l'orgueil grec au large. Polydamas conseillait d'attendre, de laisser l'ennemi s'échouer dans le sable lourd d'armure avant de le frapper. Énée proposa une feinte, dégarnir une tour secondaire pour attirer une tentative d'escalade, puis refermer sur les assaillants une mâchoire de lance. Hector écouta chacun, sans trancher trop vite, puis posa la main à plat sur la carte. Nous ne jouerons pas les héros pour un éclat sans lendemain. Nous sommes la pierre, non l'étincelle. Ils viendront, nous les userons. Quand leur souffle sera court, alors nous frapperons. La nuit tomba, profonde et claire. Les tours allumèrent leur feu. Sur la crête des remparts, des silhouettes montaient la garde, immobiles comme des statues. Le clapot de la mer portait par instants un son neuf, difficile à nommer, comme une rumeur de bois qui grince et de cordages qui chantent. Ceux qui avaient déjà connu la guerre fermèrent les yeux. Ils reconnaissaient la voix d'une flotte rassemblée, même quand elle se tenait encore hors de vue. Hector fit une dernière ronde. Il s'arrêta au-dessus de la porte orientale, leva les yeux vers le ciel. Les étoiles étincelaient avec cette netteté crue qu'ont les nuits où l'air promet du vent pour le matin. Il inspira longuement, laissa descendre en lui un calme compact, lourd et tiède, pareil à une couverture posée sur un enfant qui s'endort. Il pensa à Andromaque sans l'invoquer, à son fils sans prononcer son nom. Il pensa à l'olivier gravé sur son bouclier. Il pensa surtout à la ville entière, aux milliers de respirations rassemblées sous sa garde. « Demain, murmura-t-il pour lui seul, nous serons prêts. » Et, comme pour lui répondre, une cloche lointaine tinta une seule fois, non pas l'alarme, mais le signal convenu entre les tours. Un feu aperçu très bas sur l'eau, à la limite des dunes. Rien de plus qu'une braise dans la nuit. Peut-être un pêcheur en retard. Peut-être un avant-poste qui sonde la côte. Hector ne se pressa pas. Il se contenta de poser la main sur la pierre tiède. Sous ses doigts, la cité vibrait doucement, cœur large et régulier. Les remparts de l'honneur tenaient déjà, parce qu'ils étaient faits d'hommes qui veillaient les uns sur les autres. Au loin, la mer respira, et les torches, sur les créneaux, dansèrent un peu, comme si un souffle plus vaste venait de passer. Demain, l'épreuve aurait un visage. Ce soir, la ville pouvait dormir. Sous l'ombre attentive de son prince, Troie s'endormit, cuirassée de silence. Partie 2. L'ombre d'Achille. À l'aube suivante, le ciel au-dessus de la mer Égée avait pris la teinte du cuivre, traversé de nuages bas qui semblèrent se presser vers la côte. Le vent portait un parfum nouveau, un mélange d'algues, de bois salé et de fumée légère. Les guetteurs des tours hautes levèrent la main en direction de l'horizon. Les voiles grecques étaient là, petites taches d'abord, puis formes gonflées qui grandissaient à mesure que le soleil s'élevait. Hector se tenait sur la tour d'Ilion, les yeux plissés contre la lumière. Il comptait, non en nombres exacts, mais en masse, un mur mouvant sur l'eau. 1000 navires, disaient les rumeurs. Peut-être. Ce qu'il voyait suffisait. La mer elle-même semblait se rétrécir sous ce cortège de bois et de bronze.
L'éperou sculpté, tête de bélier, de loup, de serpent, glissait sur la houle, menaçante même à distance. Derrière lui, Déiphobe grinçait des dents. Qu'ils approchent, et nous les briserons. Pas encore, répondit Hector, sans quitter l'horizon des yeux. La mer les fatigue, le sable les plombera. Laissons-les poser le pied avant de lever nos lances. Mais tandis qu'il parlait, son regard fut attiré par un navire plus rapide que les autres, qui fendait la ligne comme une flèche. Sa voile était écarlate, et à sa proue se dressait la figure d'un guerrier gravé dans le bois. Polydamas, qui avait rejoint la tour, murmura « Le Pélion, c'est celui d'Achille ». Le nom pesa dans l'air comme un coup de tonnerre lointain. Les histoires de ce chef myrmidon couraient depuis des années, fils de la nymphe Thétis, élevé par le centaure Chiron, plus rapide que tous, presque invulnérable. On racontait qu'il avait choisi une vie courte et glorieuse plutôt qu'une longue et obscure. Même pour un prince comme Hector, ce nom évoquait une force qu'on ne pouvait ni ignorer ni prendre à la légère. Il est venu pour moi, pensa-t-il sans le dire. Les Grecs établirent leur campement sur la plage, érigeant en quelques heures un chaos ordonné de tentes blanches et de palissades improvisées. De grands feux s'allumèrent, leur fumée montant vers le ciel clair. Les éclaireurs troyens, postés derrière les dunes, rapportèrent que les chefs achéens se rassemblaient autour d'un autel, sacrifiant un taureau à Zeus avant de disposer leurs lignes. Agamemnon, grand roi de Mycène, dirigeait les manœuvres. Ulysse, l'astucieux d'Ithaque, passait d'un groupe à l'autre, ses paroles semblant lier les hommes entre eux. Ajax le Grand, haut comme une tour, polissait son bouclier gigantesque. Et parmi eux, Achille, au casque étincelant, se tenait en retrait, observant la mer comme s'il y cherchait encore un autre ennemi. En fin de matinée, les Grecs avancèrent leurs premières troupes vers les plaines. Ce n'était pas l'assaut total, mais une reconnaissance armée. Quelques centaines de guerriers, protégés par des hoplites lourdement équipés. Leur démarche trahissait la confiance de ceux qui croient avoir le nombre et la force. Hector, du haut des remparts, observa la progression, notant chaque geste, chaque formation. Il descendit ensuite rejoindre ses capitaines dans la cour intérieure. « Polydamas, prends 200 hommes et barre-leur la route avant le gué du Scamandre. Ne frappe pas fort. Teste leurs lignes et recule. Nous devons savoir comment ils réagissent. » « Et si Achille mène cette reconnaissance ?» demanda Énée. « Alors nous apprendrons aujourd'hui à quel point il est homme et non Dieu. » Les Troyens quittèrent la ville par la porte occidentale, se glissant dans les hautes herbes qui ondulaient comme une mer verte sous le vent. L'air était lourd, chargé de l'odeur douce de la terre humide et du métal. Les premiers contacts eurent lieu près d'un bosquet de tamaris. Des lances lancées de part et d'autre, un éclat de bronze, un cri bref. Puis les lignes se rapprochèrent, et le choc résonna comme un tonnerre. Hector suivait l'action depuis une légère élévation, observant les mouvements grecs. Il vit que leurs hoplites tenaient bien, mais manquaient d'adaptation dès qu'on les attirait dans un terrain irrégulier. Les Troyens frappaient, reculaient, se reformaient. Le combat dura moins d'1 heure, puis Polydamas replia ses hommes comme prévu. Les Grecs, surpris de ne pas être poursuivis, hésitèrent avant de regagner leur plage. Mais Hector n'avait pas tout vu depuis la colline. À son retour, il apprit qu'un guerrier avait percé les lignes troyennes en un seul élan, abattant 3 hommes avant qu'on ne puisse le repousser. Son armure brillait comme si elle avait été polie par les dieux,
et ses coups tombaient avec la précision d'un forgeron sur l'enclume. Ce n'était pas un chef ordinaire, dit Polydamas. Non, répondit Hector, c'était Achille. Le nom circula ce soir-là dans Troie, comme un vent froid. Les soldats le prononçaient à voix basse, les femmes interrogeaient leurs époux, et dans les sanctuaires, on multiplia les offrandes à Apollon. Hector, lui, resta seul sur les remparts jusqu'à tard dans la nuit. Il regardait les feux grecs alignés comme des constellations inversées au ras de l'eau. Il savait que ce n'était que le début. L'ombre d'Achille venait de tomber sur la plaine, et elle ne se lèverait pas tant que l'un des deux ne tomberait pas à son tour. Partie 3. Le duel, au crépuscule. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, teintant la plaine de Troade d'une lumière d'ambre et de cuivre. La chaleur du jour s'atténuait, mais l'air restait lourd, saturé de cette tension qui précède un affrontement. Du haut des remparts, Hector observait les mouvements inhabituels dans le camp grec. Une agitation ordonnée, comme si un événement singulier se préparait. Des trompes résonnèrent, graves et longues, et un cavalier grec s'avança jusqu'à mi-distance entre les lignes. Sa monture écumait, ses armes luisaient. Il portait un casque à crête rouge et une cuirasse ornée de plaques d'argent. Il cria, dans un troyen approximatif mais clair, « Que l'un des fils de Priam ose venir me défier avant que la nuit ne tombe. » Le défi se répandit comme une flamme. Des hommes se penchèrent au créneau. Des murmures roulèrent le long des courtines. Déiphobe fit un pas vers la porte. « Laisse-moi, Hector, je saurai lui montrer la valeur des fils de Troie. »« Non, » répondit calmement Hector. « Ce défi m'est destiné. » Il descendit vers la porte où l'attendaient ses écuyers. On lui apporta sa cuirasse, polie, jusqu'à refléter les derniers rayons du soleil, et son casque au panache noir. Il prit son bouclier neuf, celui où l'olivier gravé semblait s'embraser sous la lumière du soir. Les sangles se serrèrent, les doigts se fermèrent sur le bois et le bronze. Andromaque, posté à l'ombre d'une arcade, le regardait sans parler. « Ce ne sera pas Achille, dit-il en devinant sa crainte, mais il faudra quand même que je rentre debout. » Elle hocha la tête, les lèvres serrées, puis recula dans l'ombre. Les portes s'ouvrirent dans un grondement sourd. Hector s'avança seul sur la plaine. Le vent jouait dans l'herbe haute et les ombres s'allongeaient. Face à lui, le champion grec mettait pied à terre. Il se présenta, Ajax, fils de Télamon, géant parmi les géants, tenant un bouclier aussi haut qu'un homme et une lance dont la pointe semblait un fragment d'étoile. Les deux hommes s'observèrent un moment, jaugeant la distance, le poids des armes, la posture. Puis, sans cri, Ajax lança le premier assaut. Sa lance décrivit un arc rapide. Hector dévailla le trait d'un coup sec de son bouclier et riposta d'un revers qui entama le bronze de la cuirasse adverse. Les éclats volèrent dans la lumière déclinante. Le combat dura longtemps, rythmé par le choc des armes et le souffle des combattants. Ajax, massif, frappait avec une force irrésistible, mais Hector compensait par la vitesse et l'agilité, glissant hors de portée, revenant frapper par le flanc. Les spectateurs, massés sur les remparts ou postés derrière les lignes grecques, retenaient leur souffle. À plusieurs reprises, Ajax tenta de briser le bouclier d'Hector, mais l'olivier gravé semblait résister comme s'il avait été béni par Apollon lui-même. Hector, de son côté, parvint à entailler la cuisse de son adversaire.
arrachant un grognement et forçant le géant à reculer d'un pas. Mais le Grec riposta d'un coup de lance qui fit voler le panache noir du casque troyen. Le jour déclinait, les ombres s'épaississaient, et la plaine prenait la couleur sombre des batailles à venir. Voyant qu'aucun ne prendrait l'avantage ce soir, un héros grec leva la main. « Assez pour aujourd'hui. La nuit appartient aux dieux, pas aux hommes. » Hector recula, le souffle encore fort, mais le bras légèrement engourdi par les chocs. Ajax hocha la tête, en signe de respect silencieux. Aucun mot ne fut échangé, mais chacun savait que ce duel n'était qu'un prélude. En regagnant les portes de Troie, Hector leva les yeux vers les remparts, où 1000 visages le regardaient. Il savait que certains y voyaient une victoire, d'autres une simple épreuve retardée. Lui, il n'y voyait qu'un signe. L'orage se rapprochait, et bientôt il ne serait plus possible de se retirer avant la nuit. Chapitre 3. La tempête et le sang. Partie 1. Les flammes de la plage. La nuit avait été courte et lourde. Au matin, un vent sec soufflait depuis la mer, rabattant vers la ville les odeurs du camp grec, fumée de bois, graisse brûlée, métal poli. Les guetteurs de la tour d'Ilion furent les premiers à le voir. Une agitation soudaine dans les lignes ennemies, des silhouettes qui se mettaient en ordre, les lances levées comme une forêt de métal, prêtes à s'abattre. Hector fut réveillé par un écuyer avant même que les cloches ne sonnent. Il enfila son armure sans un mot, resserra la sangle de son bouclier et descendit vers la porte occidentale. Là, Déiphobe, Polydamas et Énée l'attendaient déjà, casqués, l'œil dur. « Ils avancent » dit Polydamas, en désignant la plaine. « Ce n'est pas une reconnaissance, c'est l'assaut. Alors nous les arrêterons, là où la mer touche encore leurs sandales, » répondit Hector. Les portes s'ouvrirent. La lumière du matin les frappa de plein fouet. Devant eux, la plaine descendait vers les dunes et la plage, où la mer battait les coques des navires achéens. Les Grecs venaient en formation serrée, hoplites en tête, flanqués d'archers et suivis de chariots de guerre. Les boucliers se chevauchaient, les casques luisaient sous le soleil levant. Hector ordonna à ses hommes de se déployer en demi-cercle, laissant au centre une ouverture apparente. Les archers troyens, postés sur les dunes latérales, attendaient son signal. Lorsque les Grecs furent à portée, il leva sa lance. Une pluie de flèches s'abattit, sifflant comme une nuée d'insectes de bronze. Les hoplites encaissèrent, levant leurs boucliers en toit. Alors, Hector donna l'ordre que tous attendaient. Charge. Les Troyens s'élancèrent, la plaine résonnant sous leurs pas. Le choc fut brutal, sec, sonore. L'air se remplit du tintement des lances, du fracas des boucliers, des cris d'hommes frappés ou fauchés. L'odeur de sueur et de sang se mêlait à celle de l'herbe piétinée. À gauche, Déiphobe brisait les lignes ennemies par des percées rapides, profitant du terrain meuble pour déséquilibrer les hoplites. À droite, Énée tenait ferme contre une contre-charge grecque, menée par Diomède lui-même, dont la lance étincelait à chaque coup. Hector, au centre, repoussait chaque assaut, frappant de la pointe de sa lance ou écrasant de son bouclier ceux qui s'approchaient trop. 2 fois, il dut se tourner pour protéger un soldat en difficulté. La 3e fois, il renversa d'un coup d'épaule un guerrier grec qui roulait dans le sable avant de se relever en crachant l'eau salée. Mais le combat n'était pas gagné.
Du côté des navires, un nouveau feu monta. Les Grecs allumaient des torches, et déjà des flammes léchaient le bois goudronné des machines de siège qu'ils avaient amenées. Si elles atteignaient les positions troyennes, la bataille tournerait en leur faveur. « Avec moi !» cria Hector. Il rassembla une dizaine de ses meilleurs hommes et fonça vers la plage. Le sable rendait chaque pas plus lourd. La mer éclaboussait leurs jambes, mais ils avançaient comme une seule vague. Ils percutèrent le groupe d'ennemis autour des torches. Le choc fit voler les armes et les corps. Hector saisit une torche enflammée, la jeta dans l'eau, puis frappa d'estoc un hoplite qui tentait de l'encercler. L'air vibrait du rugissement de la bataille. Les archers troyens sur les dunes continuaient leur pluie mortelle, ralentissant les renforts grecs. Les flammes faiblissaient, étouffées par l'eau ou écrasées sous les boucliers. Bientôt, les Troyens purent repousser l'ennemi jusqu'à la limite du ressac. Alors, comme un ordre tacite, les deux camps reculèrent légèrement. Le sable était rouge, par endroits noirci, et l'odeur âcre du bois brûlé flottait toujours. Les Troyens se regroupèrent, derrière leurs lignes, reprenant souffle, ramassant les blessés. Les Grecs faisaient eux-mêmes près de leurs navires, leurs silhouettes sombres se découpant dans la lumière basse du soir. Hector, haletant, posa son bouclier dans le sable, leva les yeux vers le ciel, où la première étoile venait d'apparaître. Cette journée avait été gagnée, mais il savait que chaque victoire sur la plage n'était qu'une respiration volée à l'inévitable. Demain, ou le lendemain, ils reviendraient, plus nombreux, plus déterminés, et chaque fois, il faudrait tenir. Partie 2. Le serment d'Hector. La bataille de la plage avait laissé Troie dans un silence étrange, comme si la cité entière retenait son souffle. Les rues, habituellement bruissantes, même à la tombée du jour, semblaient vidées de leur agitation. Les blessés revenaient en par groupes, soutenus par leurs frères d'armes, parfois portés sur des civières improvisées. Des torches éclairaient les portes, mais la lumière semblait hésiter à entrer, comme si elle craignait de déranger la ville. Hector, encore vêtu de son armure éraflée, franchit le seuil du palais sans un mot. Ses pas résonnaient dans le couloir de pierre, accompagnés du cliquetis de son équipement. Les gardes s'écartaient sur son passage, inclinant la tête, non pas par simple respect, mais comme pour lui dire sans parole « Nous savons que tu portes ce fardeau pour nous tous ». Il trouva Andromaque dans la salle aux colonnes, assise sur un banc de marbre, une lampe à huile posée près d'elle. Elle levait parfois les yeux vers l'ombre du couloir, comme si elle savait qu'il finirait par venir. Quand il entra, elle se leva aussitôt et courut vers lui. « Tu es rentré » souffla-t-elle, sa voix tremblant malgré elle. Il la prit dans ses bras, sentant sous ses mains la fragilité de ses épaules. L'odeur de la bataille, sueur, sable, fer, se mêlait à celle, plus douce, de ses cheveux parfumés à l'huile de myrrhe. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, immobiles, comme si le temps pouvait s'arrêter là. « La plage a tenu », dit-il enfin. « Les Grecs ont reculé. »« Mais ils reviendront, » répondit-elle aussitôt, la voix basse. « Je le sais. » Il s'écarta pour la regarder. Ses yeux sombres brillaient dans la lumière dorée de la lampe. « Oui, ils reviendront, » dit-il. « Peut-être demain, peut-être dans 10 jours, mais chaque fois, je serai là. » Andromaque serra ses mains dans les siennes. « Hector,
J'ai vu les présages, moi aussi. Les prêtresses disent que Troie tombera, que même toi, tu ne reviendras pas un jour. Les prêtresses voient souvent l'ombre plus que la lumière, répondit-il doucement. Et même si leurs visions sont vraies, il y a des choses que je ne peux pas éviter. Mais ce que je peux promettre, c'est de me dresser devant chaque coup qui nous menacerait, tant que je respire. Elle se détourna légèrement, comme pour cacher un tremblement. Si un jour tu ne reviens pas, alors je veux que tu saches ceci, l'interrompit-il. Ce que je le fais pour que notre fils puisse grandir sous ce ciel, entendre les cloches de Troie, courir dans ses rues sans craindre la voix d'un ennemi. À cet instant, un petit bruit vint de l'ombre. Leur fils, Astyanax, encore si jeune qu'il ne marchait qu'avec hésitation, avait quitté la garde de sa nourrice pour venir vers eux. Hector s'agenouilla, déposant son casque à terre. L'enfant le regarda d'abord avec curiosité, tendit la main vers le panache, puis recula d'un pas, effrayé par l'éclat métallique. Hector sourit, prit le petit dans ses bras et le souleva. « Vois, dit-il à Andromaque, même lui sait que cette armure n'est pas faite pour vivre, mais pour protéger. » Andromaque, les larmes aux yeux, posa une main sur la joue d'Hector. « Alors promets-moi de toujours revenir vers lui. Promets-le, même si c'est un mensonge. » Hector la fixa un instant. Dans ses yeux à elle, il y avait la peur, l'amour, et cette lucidité douloureuse que portent les femmes qui savent que la guerre ne laisse pas toujours les hommes qu'elles aiment revenir. « Je te le promets, dit-il, et que les dieux m'accordent assez de force pour que ce mensonge devienne vérité. » Ils restèrent un moment ainsi, formant un cercle serré, le père, la mère, l'enfant. Au dehors, la ville se taisait, mais Hector sentait qu'elle écoutait. Plus tard, il sortit seul sur la terrasse du palais. De là, il voyait les murailles, les tours, et au loin, la ligne sombre de la mer. Des feux grecs brûlaient encore sur la plage, comme des étoiles tombées. Il pensa à Achille, à Ajax, à tous ces noms qui peuplaient désormais ses nuits. Et il pensa que demain, il faudrait de nouveau enfiler l'armure, lever la lance, tenir la ligne. Pourtant, en cet instant, il se permit une respiration. La main d'Andromaque avait laissé sur son poignet une chaleur persistante, comme un fil qui le reliait à la vie, au-delà des lances et des cris. Sous les constellations, Hector jura une nouvelle fois, non paix devant les prêtres, mais dans le secret de son cœur. Tant que mes pieds fouleront cette terre, Troie tiendra. Partie 3. Les dieux dans l'ombre. La nuit reposait sur Troie, avec un poids presque physique, comme si l'air lui-même avait conscience de ce qui se tramait. Au sommet du mont Ida, derrière la plaine, certains juraient avoir vu, à la faveur de la lune, des silhouettes hautes et immobiles, semblables à des statues vivantes. Les anciens disaient que les dieux venaient là pour observer les hommes dans leurs épreuves, sans se montrer clairement. Cette nuit-là, le silence avait une densité inhabituelle, et même les chiens restaient couchés, les oreilles tendues, vers un bruit que seuls eux pouvaient entendre. Hector, dans ses quartiers, dormit peu. Il fermait les yeux pour les rouvrir aussitôt, hanté par des visions brèves, une mer noire piquetée de feu, un bouclier solitaire posé au milieu d'un cercle de cendres, des mains levées dans l'ombre, et plus étrange encore, cette lueur d'ambre qui traversait ses rêves sans visage ni voix. Il se leva avant que les cloches de la première veille ne sonnent et, sans réveiller Andromaque, enfila une tunique simple
avant de se rendre au petit sanctuaire d'Apollon Agieuse, près de la porte orientale. Le sanctuaire était désert, hormis la prêtresse endormie contre une colonne. Hector déposa sur la dalle sacrée une poignée d'orge, quelques gouttes d'huile parfumée et la mèche arrachée à son panache lors de la bataille de la veille. Il ne formula aucune demande précise. Il posa simplement ce qu'il avait, comme on dépose un fardeau, laissant aux dieux le soin d'en juger la valeur. Lorsque l'aube blanchit l'horizon, les Grecs étaient déjà en ordre. Étrangement, ils ne se mirent pas tout de suite en marche. Ils restèrent alignés sur la plage, comme en attente d'un signal invisible. Les Troyens, eux, prenaient position, le long des remparts et sur la plaine, leur silhouette se dessinant peu à peu dans la lumière montante. Le vent apporta alors un signe. Un aigle immense fendit le ciel, tenant dans ses serres un serpent vivant. Arrivé à hauteur du scamandre, le reptile se tordit et mordit, contraignant l'aigle à lâcher sa prise. L'oiseau s'enfuit vers l'ouest et le serpent tomba dans la poussière. Les murmures parcoururent les rangs troyens, un présage qui parlait de victoire volée, d'orgueil puni. Polydamas, le sage capitaine, s'approcha d'Hector. Ceux qui croient déjà tenir la victoire la perdront s'il se fie trop à leur force. Hector hocha simplement la tête. Les signes des dieux étaient à prendre en compte, mais ils ne pouvaient pas dicter chaque geste. Les hommes, pensait-il, doivent marcher même quand le ciel reste muet. Lorsque le soleil fut plus haut, la bataille s'engagea. Les phalanges grecques descendirent des dunes, leurs boucliers se chevauchant comme les écailles d'un monstre marin. Les Troyens se refermèrent en formation serrée, lances en avant, boucliers collés. Le choc fut rude, un bruit de bronze et de bois mêlé aux cris des combattants. Dès les premiers instants, Hector sentit quelque chose changer. Un souffle tiède glissa sur son flanc droit, comme une main invisible qui relevait les bras de ses soldats. Les coups semblaient plus précis, les mouvements plus fluides. Les Troyens frappaient au bon moment, déviaient les lances ennemies avec une précision instinctive. Certains murmurèrent « Apollon est parmi nous ». Mais presque aussitôt, une autre influence se fit sentir du côté grec. Leurs lignes se raffermirent, les lances se verrouillèrent, leurs pas devinrent d'une régularité implacable. Une froideur calculée s'installa dans leurs gestes. Entre deux boucliers, Hector crut apercevoir une forme indistincte, comme un reflet d'or et d'ivoire. Athéna, la protectrice des cités grecques, se tenait à leur côté. Le combat devint une lutte d'endurance. 3 fois, Hector tenta d'enfoncer la gauche grecque. 3 fois, Ajax la referma comme une porte de pierre. 2 fois, Diomède mena une charge contre l'aile troyenne. 2 fois, Énée contrecarra la manœuvre. Chaque camp avançait d'un pas pour reculer d'un autre, comme si la plaine hésitait elle-même à se donner. Vers le milieu du jour, un événement rompit le rythme. Un char grec, lancé trop vite, s'enlisa dans une zone de sable humide masquée par une croûte sèche. Les chevaux piaffèrent, tirèrent, mais s'enfoncèrent davantage. Hector vit la faille et s'y précipita avec une poignée de guerriers. Ils abattirent les cochers, mirent le feu aux traits de bois et firent reculer la ligne grecque de plusieurs pas. Mais Athéna resserra aussitôt sa main, invisible. Les hoplites refermèrent leurs rangs et stoppèrent net la percée. La lumière changea alors, comme si un voile était passé devant le soleil. L'air se chargea d'une odeur d'orage, bien qu'aucun nuage ne soit visible. Des murmures
parcoururent les rangs. Zeus, depuis l'Ida, observait. 3 fois, un grondement sourd roula sans éclair, un tonnerre qui semblait peser sur la nuque des hommes. En milieu d'après-midi, une colonne de poussière se leva entre les 2 armées. Elle avança lentement, brassant les panaches et les bannières, soulevant la poussière des pas et mêlant les odeurs de sueur, de cuir et de sang. Certains dirent avoir perçu dans cette brise un parfum de pommes vertes. On murmura le nom d'Aphrodite, amusé de voir que, malgré tout, cette guerre continuait de tourner autour d'Hélène. La journée se termina sans vainqueur. Les Grecs regagnèrent leur plage, les Troyens leurs portes. Les hommes avaient lutté avec courage, mais chacun savait qu'il n'était pas seul sur le champ de bataille. Des mains invisibles guidaient les lances, détournaient les coups, ouvraient ou refermaient les brèches. Sur le chemin de ronde, Polydamas rejoignit Hector. « Nous avons tenu, dit-il. »« Oui, répondit Hector. Et demain, il faudra tenir encore. » Le soleil disparut derrière les collines, et la plaine retrouva un silence étrange. La nuit monta claire, les torches sur les remparts brûlaient sans fumée, et dans les maisons, on parlait à voix basse. 3 s'endormit, inconsciente ou indifférente au fait que les immortels, désormais, avaient décidé de marcher parmi ces murailles. Chapitre 4. Le dernier horizon. Partie 1. Le chant du destin. Le jour se leva sur Troie, avec une lumière étrangement douce, comme si l'aube hésitait à révéler ce qu'elle portait. La mer, au loin, semblait figée, sans rides, reflétant un ciel pâle que les premières lueurs coloraient d'or discret. Pourtant, dans les ruelles, les pas résonnaient plus tôt que d'ordinaire. Les forgerons travaillaient déjà, les armuriers affûtaient les pointes, les couturières ajustaient les sangles de cuir. Un murmure parcourait la cité, courant de bouche en bouche. Hector allait parler aux Grecs. Hector s'était éveillé bien avant le chant des coqs. Il était resté un moment assis, les coudes sur les genoux, le regard fixé sur les ombres du mur. La bataille de la veille n'avait ni vaincu ni sauvé Troie. Les hommes étaient rentrés couverts de poussière. Les blessés avaient rempli les salles du palais. Et le soir, malgré les chants forcés, un silence plus lourd que la fatigue avait pesé sur les foyers. Il savait que ce jour ne serait pas comme les autres. Il sentait, dans la tension de l'air, que le fil de la guerre se resserrait. Les dieux, déjà présents sur la plaine, semblaient attendre un geste précis, comme si tout ce qui suivrait dépendait d'une seule décision. Il se leva, passa une tunique de lin ceinturée, simplement, et sortit sur la terrasse. De là, il pouvait voir la plaine s'ouvrir jusqu'à la mer. Le camp grec se dressait comme une muraille d'étoffes et de bois, animée de mouvements réguliers. Les silhouettes minuscules des guerriers s'agitaient autour des tentes, les lances dressées, formant une forêt immobile. Sur la plage, les proues des navires semblaient tourner vers Troie, comme autant de visages figés dans un défi silencieux. Priam le rejoignit, marchant lentement, appuyé sur son bâton sculpté. « Mon fils, dit-il, j'ai vu en rêve un champ mûr qu'un vent sombre couchait avant la moisson. Parmi les épis, un seul se dressait encore, et c'est sur lui que le vent semblait vouloir s'acharner. Peut-être les dieux m'ont-ils montré ce qui nous attend. »« Et que veux-tu que je fasse de ce rêve ?» demanda Hector. « Écoute-le, car parfois, il faut se lever seul face au vent pour que la cité reste debout derrière toi. »
Ces paroles confirmèrent ce que Hector savait déjà. Il faudrait, tôt ou tard, affronter l'ennemi autrement que dans le tumulte des armées. Un duel, peut-être, une épreuve qui concentrerait toute la rage de la guerre en un seul point. Plus tard, dans la salle du conseil, les capitaines avaient été rassemblés autour des cartes de cuir. Anténor évoquait les machines de siège grecques, déjà en mouvement vers les dunes. Polydamas proposait de fortifier la porte nord avant la tombée de la nuit. Déiphobe, toujours ardent, parlait d'une sortie nocturne pour brûler les engins ennemis. Mais Anténor, les mains jointes, dit lentement « Et si, au lieu de répandre notre sang, nous le suspendions? Un duel, un seul combat, qui offrirait à la cité un répit et donnerait aux dieux un spectacle digne d'eux. » Un silence suivit. Tous savaient qu'un tel duel serait inévitablement proposé à Hector. Énée, croisant les bras, murmura « Mais si c'est Achille qui se présente, aucun répit ne sera payé assez cher. » Alors, répondit Hector, ce sera Achille. Mieux vaut affronter le pire pour protéger les nôtres que d'attendre que le pire vienne à sa guise. La décision fut prise. Les héros seraient envoyés aux Grecs pour leur proposer un duel. Mais avant cela, Hector voulut voir sa maison. Dans la grande salle, Andromaque l'attendait. Ses yeux brillaient d'un éclat contenu, comme s'il retenait une mer entière de mots. Elle s'avança, posa ses mains sur celles de son époux. « On m'a dit que tu irais leur parler, » dit-elle. « Est-ce vrai? »« Oui, je leur offrirai un duel pour que Troie gagne du temps. Et si Achille se présente, alors je ferai ce que le destin attend de moi. » Elle détourna un instant le regard, puis alla chercher leur fils, endormi dans une pièce attenante. Astyanax ouvrit les yeux et tendit les bras vers son père. Hector le prit, le souleva, le contempla longuement. « Voilà pour qui je tiens, » dit-il à Andromaque, « pour lui et pour toi. » Elle lui passa autour du cou un ruban de lin tressé. « Garde-le contre toi, pour te souvenir de revenir. » Il sourit faiblement. « Je reviendrai. » Quand il sortit du palais, la lumière avait pris une teinte plus dure. Le cortège se forma. Hector au centre, flanqué d'Énée et de Polydamas, suivi de Déiphobe et des héros. Les portes sées s'ouvrirent dans un grondement, et ils avancèrent sur la plaine. En face, les Grecs envoyèrent aussi leurs émissaires. Ulysse, la parole aiguisée, marchait en tête. À ses côtés, Ajax, massif comme une tour, et plus en retrait, une silhouette que tous reconnurent, Achille, tête nue, les cheveux balayés par le vent. Les deux groupes se rejoignirent à mi-distance. Le silence, déjà lourd, devint presque tangible. Hector s'avança de quelques pas et parla, sa voix claire, portée par le vent. « Hommes de Grèce, écoutez, cette guerre use nos forces et offense nos dieux. Je vous offre une voie plus digne, qu'un seul combat décide pour tous. Donnez un champion, je serai l'autre. Laissons le destin se tendre entre deux noms plutôt qu'entre deux peuples. » Ulysse échangea un regard avec Ajax. Puis, Achille fit 3 pas en avant. Son regard rencontra celui d'Hector. Ce n'était pas de la haine qu'on y lisait, mais une curiosité aiguë, comme si chacun cherchait à mesurer l'autre au-delà des armes. « Prince de Troie, » dit Achille, « ma mère m'a appris la prudence, ma gloire m'appelle à la bataille. Aujourd'hui, je retiens mon bras, mais bientôt, toi et moi, nous ferons chanter la corde du destin. Prépare ton cœur. » C'était une promesse différée. Ulysse déclara la trêve jusqu'au coucher du soleil. Les deux cortèges se séparèrent.
chacun sachant que l'affrontement final était désormais inévitable. Lorsque Hector regagna les remparts, un souffle de soulagement parcourut la ville. Les enfants reprirent leur jeu, les femmes levèrent les yeux vers la lumière, et les vieux marchèrent un peu plus droit. Mais sur les hauteurs, le mont Ida restait silencieux, comme un juge patient. Le soir, seul sur la tour d'Ilion, Hector contempla la mer argentée par la lune. Le camp grec luisait comme un collier d'étincelles au bord de l'eau. Il posa la main sur la pierre froide du parapet. Le vent de la mer lui apporta un parfum salé. Et dans ce souffle, il crut entendre une mélodie lointaine, lente et grave. Le chant du destin, celui qui ne cesse jamais, même quand les hommes dorment. Partie 2. Sous les murs de Troie. Le soleil montait avec lenteur, comme s'il repugnait à éclairer ce qui devait se jouer. Devant la porte Céa, la plaine était nue. Les traces d'anciennes mélisses rayaient la terre en lignes sombres. Ici une empreinte de roue figée dans l'argile, là un panache arraché que le vent n'avait pas su emporter. Les deux armées tenaient leur distance. Sur la plage, les Grecs étaient rangés en gradins de boucliers. Au rempart, les Troyens s'alignaient en silence, tête penchée par-dessus la pierre. La cloche du sanctuaire d'Apollon tinta une seule fois. La trêve s'achevait. Le monde retint son souffle. Hector sortit de l'ombre de la porte. Sa cuirasse, au lieu de briller, buvait la lumière. Le bronze mat semblait une peau ramassée sur le muscle. Le bouclier à l'olivier dessinait au centre une paix obstinée, dérisoire et nécessaire. Sous le casque, le regard était calme. Il ne cherchait pas l'ennemi. Il avançait vers lui. Chaque pas s'enfonçait d'un doigt dans la poussière, se relevait net, mesuré. Deux héros le suivaient, puis s'arrêtèrent à la limite convenue. Hector continua seul. En face, Achille s'arracha du front grec comme un éclat de silex quittant la roche. Pas de cape, pas de panache extravagant, seulement une armure polie par un feu qui paraissait intérieur. Sa lance, équilibrée si haut qu'on la croyait sans poids, vibrait à peine dans sa main. Il marchait droit, d'un pas rapide, sans se hâter. Quand ils furent à portée de voix, il s'immobilisa, inclina la tête et parla le premier. « Fils de Priam, te voici. »« Me voici, » répondit Hector. La plaine est témoin. Un vent court traversa l'herbe sèche et la fit frissonner. Au-dessus du mont Ida, un nuage mince effila le soleil. Dans ce demi-halo, les deux hommes levèrent leurs lances. Nulle fanfare, nul cri. Seul le bruit de leur respiration, que la plaine apprit à compter. Achille se déplaça le premier, glissant en biais comme une flèche qui attend sa corde. Sa pointe piqua, feinta, remonta. Hector prit sur le bord de son bouclier, amortit, recula d'un pas juste. La seconde attaque vint plus basse, vers la cuisse. Le bronze sonna. Les fibres du cuir gémirent sans rompre. Hector tourna autour d'Achille pour lui refuser l'angle, riposta d'un trait oblique qui effleura la jupette de bronze, arrachant une étincelle. Le duel s'installa ainsi, à la fois proche et lointain, fait de rythmes brefs et de silences exacts, comme une musique retenue. Sur les remparts, on entendit un enfant pleurer, puis se taire. Andromaque ne regardait pas. Elle était à l'intérieur, dans la pénombre d'une arcade, une main sur la pierre, l'autre serrant un ruban de lin. Priam, lui, regardait, immobile, la bouche entr'ouverte de celui qui craint d'appeler le destin par son nom. Autour d'Achille, les myrmidons ne bougeaient pas.
Ulysse suivait du regard, comme on suit un raisonnement. Ajax avait les bras croisés sur sa poitrine, lourd, attentif. Le duel changea de température. Achille accéléra. Les pointes, soudain, n'étaient en plus des pointes, mais des lignes, des arcs qui cherchaient à enfermer l'autre dans un cercle de métal. Hector sentit le nœud monter à la base de sa nuque, la tentation du repli ou de la colère. Il laissa passer, se souvint de la bande de lin contre sa gorge, respirer. Il allégea ses appuis, pesa davantage sur l'arrière du pied droit, et quand la pointe adverse vint pour la troisième fois chercher l'ouverture entre le bouclier et la hanche, il plaça un contre si bref qu'il passa inaperçu pour tous, sauf pour Achille. Celui-ci recula d'un pas, étonné, puis sourit. C'était un sourire de reconnaissance, non de dérision. « Il est juste que tu sois toi, » dit Achille à mi-voix. « Et que tu sois toi, » répondit Hector. Ils s'attaquèrent alors, au corps à corps, lance jetée, épée tirée, bouclier serré. Ils se percutèrent comme deux saisons. Achille frappa haut, puis bas, puis haut encore, cherchant à rompre le rythme. Hector opposait des angles propres, des gestes nets, refusant l'emballement. Par 3 fois, le bronze toucha le bronze sans trouver la chair. Par 2 fois, la poussière se leva en anneaux autour d'eux et retomba, révélant les empreintes de leurs pas comme une écriture. Un instant, Achille parut s'éloigner, comme s'il perdait l'envie de la lutte. Son regard glissa vers la mer. On aurait dit qu'il écoutait quelque chose que nul autre n'entendait. Puis il revint, plus vif, plus tranchant, et Hector comprit. Il cherchait la note qui manquait à son chant. Alors le prince de Troie prit une décision qu'il n'avait pas préparée. Il laissa une ouverture, minuscule, côté flanc, un leurre. Achille la vit et s'y jeta, sûr de sa pointe. Hector pivota, frappa de taille, heurta le bord du casque, fit vaciller l'ennemi d'un genou. Un cri monta des remparts. Achille, déjà, se relevait. Il ne regarda ni ses hommes, ni le ciel. Il regarda Hector seulement. Dans ce regard, il y avait à présent une gravité entière. « Tu es venu pour tenir, » dit-il. « Je suis venu pour retenir, » répondit Hector. « Retenir le temps qui vous amène. » Alors, Achille cessa de jouer. Il se resserra sur sa force, comme on serre une fronde avant le jet. Son épée devint plus courte, ses appuis plus simples. Il ne cherchait plus à surprendre, mais à user. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il frappa au même endroit, sur la même couture, au même rythme. Hector dévia la première, amortit la seconde. La troisième fit vibrer son bras jusqu'à l'épaule. L'olivier gravé sur le bouclier trembla dans la lumière. Hector tenta de tourner encore, de déplacer la danse. Achille le suivit comme l'ombre suit le corps. Alors Hector parla, sans relever la tête. « Si je tombe, promets-moi une chose. Dis que mon corps retournera à Troie, que mon père pourra me nommer une dernière fois. » Le silence dura l'espace d'un souffle. « Je le promets, » dit Achille. Ce fut leur pacte, scellé entre 2 battements de cœur. Les dieux entendirent. Sur l'Ida, un tonnerre unique roula, clair et lointain. La fin vint par un détail, comme toujours. Hector, pressé contre le vent, sentit sa sangle d'épaule glisser d'un doigt. Le bouclier pesa d'un grain de trop. Achille, qui ne dissipait rien de ce qu'il voyait, avança d'un demi-pas et chassa du tranchant pour forcer l'écart. Hector referma, mais l'angle n'était plus parfait. L'épée d'Achille trouva la couture, mordit, entra.
une brûlure propre, nette, sans cri. Hector s'arc-bouta, chercha à enfermer l'autre, à l'emporter avec lui. Leurs casques se heurtèrent, son creux métallique. Il tint encore, 1 seconde, 2. Assez pour lever les yeux vers la porte, c'est... Il ne vit pas Andromaque, elle ne regardait pas. Il vit la pierre dorée par le soleil, l'ombre d'une bannière, et au détour d'un créneau, un enfant qu'on ramenait vers l'intérieur. Cela suffit. Il relâcha, non par abandon, mais par accomplissement. Ses genoux touchèrent la terre qu'il avait tant foulée. Son bouclier bascula, l'olivier au ciel. Il respira une fois, lentement, profondément, comme au seuil du sommeil. 3, dit-il. Achille s'immobilisa. L'épée basse, il pencha la tête. Il avait gagné, et ce mot n'avait pas le goût attendu. Il recula d'un pas, puis d'un autre, laissa venir les héros. Pas de triomphe, pas de clameur. La plaine entendit seulement le bruit des sandales sur la poussière, les larmes qu'on retenait au rempart, et sur la plage, un roulis plus rauque, comme si la mer, elle aussi, venait d'apprendre la gravité. Les héros grecs s'avancèrent, Achille les arrêta d'un geste. Pas de mutilation, ce corps est une ville, on ne frappe pas une ville après la chute de sa porte. Il se tourna vers Troie, leva la voix pour qu'elle atteigne la pierre. Priam, je te jure par ma propre mère que tu tiendras ton fils. Les Myrmidons s'étonnèrent, puis baissèrent les yeux. Ulysse acquiesça très légèrement. Ajax serra la mâchoire, respectueux. Au rempart, un souffle parcourut la foule, pas un cri, pas un gémissement, un souffle seul, qui ressemblait à celui des grandes marées quand elles tournent. Achille resta encore, un court moment, près du corps. Il n'y avait plus d'ennemis ici, seulement un homme posé sous le soleil. Il remit sa lance à la verticale, comme on plante un bâton pour marquer un lieu, puis se détourna. Son paix ne sonna pas plus fort. Il ne regarda pas la mer. Il alla vers ses hommes avec la mesure de quelqu'un qui sait, dès maintenant, que la victoire n'est qu'une forme du deuil. Aux portes, le mouvement recommença. Des mains passèrent des amphores, d'autres des voiles pour couvrir, d'autres encore des cordes pour ouvrir et refermer, car une ville doit toujours ouvrir et refermer, même quand son cœur se défait. Sur la tour, Iulie, Priam appuya son front à la pierre, sans larmes. Dans l'ombre, Andromaque s'assit, très doucement, comme on dépose un vase plein. Et Troie, sous le ciel clair, comprit qu'une ère venait de se clore, non avec un fracas, mais avec un souffle, le souffle d'un homme qui avait prononcé, en tombant, le nom de sa ville. Partie 3. L'écho des immortels. Le soir tomba sur la plaine, avec une douceur qui n'avait rien d'innocent. Les remparts renvoyaient la lumière en lames pâles, et la mer, au loin, battait la plage grecque d'un rythme égal, obstiné. Nul chant de victoire ne monta des tentes achéennes, nulle clameur de défi n'osa franchir les portes de Troie. Le duel avait laissé dans l'air une gravité neuve, comme si le monde, pour continuer, devait d'abord apprendre à respirer autrement. Priam posa sa couronne et appela un vieil esclave qu'on lui apporte de l'or, des étoffes fines, des parfums, de l'huile et une coupe ouvragée. Il ceignit une tunique sombre, prit son bâton sculpté et, sans escorte, franchit la porte. C'est... Anténor voulut l'arrêter. Polydamas parla de prudence. Hécube leva les mains, comme pour retenir la nuit elle-même. Le roi répondit d'une voix plate, la plus invulnérable de toutes. « Laisse un père aller chercher son fils. » La plaine s'ouvrit devant lui.
nue, traversée d'un souffle tiède. Dans le camp grec, les feux brûlaient bas. Les myrmidons regardèrent s'avancer le vieux roi, étonnés de ce courage qui n'est ni militaire ni politique. Priam entra sans détour dans la tente d'Achille, posa le genou à terre et parla non comme un souverain, mais comme un homme retourné au plus simple. « Souviens-toi de ton père. Laisse-moi appeler mon fils une dernière fois par son nom. » Achille, qui avait refusé tant de suppliques, chancela à ce nom de père. Le masque de bronze se fendit. La mémoire passa. Il releva Priam de ses mains, nues, commanda le silence, fit apporter le corps, lavé, oint, recouvert. Les guerriers s'écartèrent. Ulysse baissa les yeux. Ajax inclina la tête. Nulle orgie de triomphe, nul rire. La victoire ressemblait à une responsabilité. « Reprends-le, dit Achille. Je jure par ma mère et par la lumière, tant que vos torches brûleront, aucun Grec n'avancera. » Le cortège revint vers Troie, à pas lents. Les cloches d'Apollon sonnèrent non pour l'alarme, mais pour l'accueil. Les portes s'ouvrirent sans bruit, comme si la pierre, elle aussi, avait appris le respect. Des femmes jetèrent des pétales, des enfants se turent d'un coup, de cette gravité spontanée que l'enfance réserve aux choses irréfutables. On déposa Hector dans la grande salle, sur des étoffes claires. Écube, la mère, posa sa joue contre la joue froide. Ces mots n'avaient plus de sens, mais leur musique était celle des berceuses anciennes. Priam se tint près d'elle, droit, tenant dans sa main un pan de drap, comme s'il s'accrochait au monde pour ne pas tomber. Andromaque demeura en retrait, mains jointes, immobile, puis s'avança. Elle posa la bande de lin qu'elle avait passée au cou d'Hector les derniers jours et dit seulement « Je t'ai connu vivant ». La nourrice porta Astyanax. L'enfant, sans comprendre, posa sa paume sur le bouclier, là où l'olivier était gravé. Une feuille et une main, côte à côte, image simple et parfaite. Alors, toute la salle apprit à pleurer sans vacarme, à voix basse, comme on parle à quelqu'un qui dort. La nuit fut une veille, des torches brûlaient dans les cours. Des poètes, à distance, dirent les gestes d'Hector sans les agrandir, posant les mots comme on aligne des pierres sur une tombe pour qu'elles ne glissent pas. Priam à mi-voix se souvenait de son fils enfant, de ses premières chutes, de son rire à l'écurie, de sa manière d'écouter avant de décider. Chacun avait sa parcelle de mémoire à offrir, et la somme formait un rempart d'un genre nouveau. À l'aube, on porta le corps hors des murs. Sur la plaine, on dressa un bûcher de bois sec mêlé de laurier, de romarin, de myrrhe venus par bateau lointain. Les prêtres se turent. La flamme prit droite, claire, sans fumée. Signe, disaient les vieux, que le ciel consent. Le crépitement suffisit pour tout dire. On recueillit les cendres dans une urne de pierre simple, marquée d'une onde et d'une branche. Priam la prit, marcha en tête jusqu'au tertre, préparé sous un chêne, et y scella la pierre. Une poignée de terre, une seule, tomba de sa main, avec ce son sourd qui clôt les choses justes. La ville expira un long souffle, mais ne s'effondra pas. Les foyers furent rallumés on mit de l'eau à bouillir. Les artisans, les mains tremblantes d'abord, reprirent leurs outils. Il n'y avait pas de remède, il y avait la suite. Dans les rues, on se parlait bas, comme si la grammaire du quotidien devait se réapprendre. Sur la tour d'Ilion, Cassandre regarda l'horizon et dit « Les dieux prennent ce qu'ils veulent et nous laissent des échos. » Polydamas répondit « Les échos suffisent pour apprendre à marcher. » Andromaque rentra dans la maison, plus grande d'un silence.
Elle rangea l'armure, non comme une relique, mais comme on range un outil dont on connaît la fonction. À Astyanax, elle montra la cour, les marches, la pierre tiède, l'ombre à midi. « Voici ce que ton père défendait, » dit-elle. Pas un nom, pas une statue. La possibilité de poser la main ici et de dire « c'est chez moi ». Elle parla ensuite aux femmes qui l'entouraient. Sa voix était lente, sûre. On cadrerait les vivres, on organiserait les tours de veille, on répartirait le lin, on apprendrait aux jeunes à nouer vite une courroie de cuir. Elle interrogea les vieilles sur les recettes de brume et d'onguent, ces savoirs modestes qui, en temps de guerre, tiennent lieu de miracle. Elle ne se travestit pas en héros, elle demeura pilier. C'est assez pour soutenir un toit. Au soir, Priam monta seul vers la tombe. Il y posa une coupe de vin, y trempa le doigt, traça un cercle sur la pierre et murmura presque sans voix. « Rentre, mon fils, quand tu veux, les maisons n'oubliant pas ceux qui les ont gardées. » Dans le camp grec, Achille s'assit sur une roche et regarda la mer jusqu'à ce que la nuit s'y reflète. Il pensait à Pélée, à Thétis, à la promesse faite à un vieil homme, et aussi à la corde invisible qu'il avait liée à Hector l'espace d'une matinée. Il comprit confusément que la gloire n'est qu'une lumière froide si elle ne sait pas éclairer le visage d'un autre. Ulysse, passant derrière lui, ne dit rien. Ajax posa une main lourde sur son épaule et s'éloigna. Les hommes, parfois, honorent mieux par le silence. Les jours suivants, Troie marcha plus doucement, comme une blessée qui protège son flanc. On redressa une pierre de la courtine nord. On graissa des essieux, on redistribua l'eau. Les enfants, d'abord, jouèrent moins à la guerre. Puis ils recommencèrent, mais en laissant sur le sable vide un espace pour celui qui tient. On leur apprit un nouveau jeu, relever ensemble ce que l'un seul ne peut porter. Le nom d'Hector y circulait comme un mot qui ferme les plaies. Les poètes, le soir, dirent l'histoire à leur façon. Ils parlèrent des dieux, oui, de l'aigle et du serpent, d'Apollon, tiède, et d'Athéna claire. Mais ils parlèrent surtout d'un homme qui avait tenu son bouclier à hauteur d'homme, ni plus haut, ni plus bas. Ils chantèrent un olivier gravé, une paix obstinée au cœur du bronze, une bande de lin posée sur une gorge, une promesse arrachée à un ennemi devenu témoin. Ils demandent qu'une cité tient autant par ses murs que par ses souvenirs, et qu'un nom, parfois, suffit à redresser la neige d'une épaule. Quand le vent changea, plusieurs jours plus tard, il apporta de la mer une odeur d'algues claires et un grain minuscule de sel sur les lèvres. Les guetteurs levèrent la tête. La guerre n'était pas finie. Elle ne l'est jamais tant qu'un navire peut recevoir le vent. Mais les remparts avaient une autre densité. On ne s'y appuyait plus de la même manière. Le vide que la mort avait creusé n'était pas comblé. Il était habité. Alors Troie, la ville d'or et de pierre, apprit son nouveau chant. Il n'était ni triomphant ni funèbre. Il avançait comme une procession courte, à pas égaux. Le bruit d'un marteau sur l'enclume, l'éclat bref d'une flèche redressée, une voix qui compte les amphores, un rire d'enfant au détour d'un escalier. Au milieu, une note grave, continue, l'écho des immortels, non pas dans le tonnerre, mais dans la constance des mains humaines. On dit que certaines nuits claires, si l'on pose la paume sur la pierre tiède des remparts, on sent encore un battement régulier. Ce n'est pas celui d'un dieu, c'est le souvenir d'un homme qui, sous un soleil droit, prononça le nom de sa ville en s'allongeant sur la poussière.
et parce qu'il le prononça sans trembler, la pierre, la mer et le vent décidèrent de l'apprendre par cœur. Il était la muraille humaine de Troie. Hector, prince de Troie, fut plus qu'un guerrier. Il fut la mesure d'un homme dans un monde régi par les dieux et l'acier. Là où d'autres cherchèrent la gloire, il cherchait la sauvegarde. Là où d'autres poursuivaient l'éclat, il choisissait la constance. Sa force n'était pas seulement dans ses bras, mais dans sa volonté de tenir debout quand tout vacillait. On loua sa prouesse au combat, sa lance rapide comme l'éclair, son bouclier inviolable, son pas sûr sur la plaine de Scamandre. On parla de ses victoires contre les plus illustres Achéens, de la manière dont il galvanisait les rangs, transformant la peur en courage par la seule fermeté de son regard. Mais l'essentiel de son héritage ne réside pas dans ses gestes éclatants. Il se trouve dans sa capacité à incarner la cité tout entière, à être, aux yeux de chacun, non pas seulement un fils de Priam, mais Troie elle-même, sa pierre et son souffle. Hector portait la guerre comme une nécessité, jamais comme un désir. Il savait que chaque charge coûtait des vies, que chaque victoire achetée sur la plaine arrachait quelque chose au foyer. Cette conscience, loin de l'affaiblir, nourrissait son courage, car affronter l'ennemi quand on connaît le prix réel de la guerre demande plus que de la bravoure. Cela exige une noblesse intérieure. Dans le cercle de la famille, il fut un époux attentif, un père tendre, un fils respectueux. On le vit quitter le champ de bataille pour embrasser Andromaque et prendre Astyanax dans ses bras, promettant de revenir non pas en héros, mais en homme entier. Ce double visage, celui du guerrier indomptable et du père aimant, fit de lui un être complet, aussi redouté par ses ennemis qu'aimé par les siens. Son affrontement final contre Achille résuma toute sa vie. Il combattit sans haine, avec une dignité intacte, cherchant moins à terrasser qu'à protéger. Et lorsqu'il tomba, ce ne fut pas dans l'oubli, mais dans la mémoire ardente d'un peuple qui, en prononçant son nom, se rappelait ce que signifie tenir. Hector fut la muraille vivante de Troie. Ni l'éclat des dieux, ni la ruse des hommes, ni la force brute des plus grands guerriers n'ont pu lui retirer cette place. Tant que le vent passera sur les ruines d'Ilion, il portera, dans son souffle, l'écho de celui qui, jusqu'au bout, fit de son corps un rempart et de son âme un refuge. Merci d'avoir voyagé avec moi ce soir, à travers les pages de l'histoire. J'espère que ce récit vous a apaisé et fait rêver. N'oubliez pas de vous abonner à Histoires au crépuscule pour découvrir de nouvelles aventures qui vous accompagneront vers un sommeil serein. Prenez soin de vous et à très bientôt.